Il y a quelques années, je découvrais cette peinture. Ce tableau, c'est une huile sur bois qui représente la tour de Babel. Et cette image, elle m'a fascinée. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi une image vous marque plus qu'une autre. Ici, c'était peut-être l'imposance de cet édifice dans un paysage qui paraît d'abord désertique, mais dans lequel on découvre des hommes, pas plus gros que des fourmis, en train de marcher sur l'immense tour de Babel. Il y a aussi quelque chose avec cette lumière qui entoure l'édifice et qui le rend particulièrement menaçant. Toujours est-il qu'après quelques recherches, je découvrais l'auteur de cet ouvrage, et il se trouve que le reste de ses travaux ont aussi eu un fort impact sur moi. Pourtant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas grand-chose de sa vie, ni du lien qu'on pouvait tisser entre son histoire et son travail. Aujourd'hui, j'ai réparé ce tort, et c'est pour ça que je voudrais te parler de la vie et de l'œuvre de Peter Bruegel. Bruegel est un artiste du XVIe siècle. On ne connaît pas l'année exacte de sa naissance, mais on l'estime entre 1525 et 1530. Bruegel est un Flamand. Il a passé la majorité de sa vie dans la ville d'Anvers, où il a étudié le dessin et la peinture en travaillant dans l'atelier de Jérôme Cock, un graveur et éditeur. Chez Cock, Bruegel va réaliser un bon nombre d'estampes qui s'inscrivent souvent dans des cycles comme celui des 7 péchés capitaux ou celui des 7 vertus. Quand on parle du travail de Bruegel, on peut le scinder en deux techniques principales. D'un côté les estampes et de l'autre la peinture. Pour la peinture, il va réaliser principalement des huiles sur bois. La coutume, quand tu es un artiste à cette époque, c'est de faire un voyage initiatique en Italie, parce que c'est là-bas que résident les plus grands maîtres. Bruegel ne déroge pas à la règle. Il va faire ce voyage en Italie juste avant de s'installer à Anvers, et il va travailler pour Giulio Clovio, un miniaturiste de renom. Là-bas, le jeune Bruegel, il va apprendre beaucoup techniquement, mais il va aussi apprendre toutes les règles de l'école italienne classique, des règles qu'il va se faire un plaisir de ne pas appliquer dans ses propres travaux. Si je vous montre côte à côte ces deux peintures, on est d'accord qu'il y a un monde entre elles. Pourtant, elles ont été peintes sensiblement dans les mêmes années. Le classique italien, c'est l'idéalisation de l'homme, l'importance de la beauté, de l'harmonie, des bonnes proportions. Il doit toujours se dégager de l'œuvre quelque chose de sacré ou d'héroïque. Et c'est pour ça qu'on va représenter de nombreuses scènes bibliques. Enfin, il y a aussi une raison plus pragmatique à ça, c'est que l'Église reste quand même le plus gros mécène de l'art, et donc celui qui va lui dicter ses codes et ses sujets. Bruegel, lui, l'idéalisation de l'homme, c'est pas ce qui semble l'intéresser le plus. Au contraire, il va peindre la vie quotidienne, la vie rurale. Pas forcément celle des nobles, qui étaient aussi d'importants commanditaires de portraits, mais plutôt celle des paysans. Pour faire une rapide comparaison, dans les œuvres italiennes, les hommes sont peints dans des attitudes sophistiquées, des poses théâtrales. Alors que Bruegel, lui, il n'hésite pas à peindre l'homme dans ses moments les plus quotidiens, les plus naturels et même les plus triviaux. Même quand il peint des scènes bibliques, Bruegel ne le fait pas de manière conventionnelle. Les expressions et les attitudes de ses personnages paraissent plus terrestres que divines. Parfois même, le sujet apparaît noyé dans le paysage, comme si finalement ce n'était qu'un prétexte pour peindre les Flandres et ses habitants. Peut-être que les précédentes œuvres de Bruegel t'ont fait penser à une autre œuvre. Peut-être même qu'il s'agissait de celle-ci. Le Jardin des Délices, c'est une œuvre de Jérôme Bosch, un artiste qui a beaucoup influencé Bruegel. Mais le point commun qui frappe le plus entre les deux artistes, c'est l'univers fantastique complètement délirant qu'ils intègrent à leur peinture. Leurs tableaux sont peuplés de démons de différentes formes, de créatures terrifiantes tout droit sorties de l'enfer. Bruegel, il va même réutiliser certaines de ces créatures entre ses différents tableaux, comme si c'était des sortes d'emblèmes à interpréter, ou comme s'il créait un univers à part entière qui se répond entre ses différentes œuvres. Parce que oui, on trouve dans ces tableaux des détails qui se répondent. Par exemple, dans La Chute des anges rebelles, on peut voir l'archange Michel, vêtu d'une armure dorée, en train de triompher des démons. Mais si on regarde bien dans la mare au coin de Dulgret, on peut voir un poisson en train d'avaler une jambière dorée. Peut-être que notre ange a trouvé plus fort que lui. Ces tableaux, ils nous permettent vraiment d'entrevoir ce qu'était la richesse du folklore flamand de cette époque, et je crois que c'est cet aspect-là qui me fascine le plus dans les peintures de Bruegel. La fin de la vie de Bruegel, elle est marquée par la répression des protestants flamands par les catholiques espagnols. En effet, à cette époque, les provinces flamandes sont sous l'autorité du roi d'Espagne Philippe II, qui voit d'un mauvais œil le protestantisme. Surtout que ce dernier s'accompagne aussi d'une remise en question de l'autorité espagnole.
Une expédition armée menée par le duc d'Albe va traverser les Alpes pour réprimer la montée du protestantisme. Bruegel, il va illustrer le sinistre de ces années à travers plusieurs peintures. S'il ne prend pas d'engagement frontal, il va quand même exprimer son soutien envers ses compatriotes persécutés par des moyens dérobés. Il va profiter de représentations de scènes bibliques pour y apporter un sens plus contemporain. Par exemple, dans Le Massacre des Innocents, Bruegel représente sous les traits d'un village flamand la ville de Bethléem durant le massacre des nouveau-nés. Plusieurs détails de ce tableau laissent penser que Bruegel a voulu représenter les Espagnols dans le rôle des bourreaux, notamment grâce à la tenue verticale des lances par les cavaliers, qui était réputée pour être celle des troupes espagnoles. Pourtant, nous n'avons aucune certitude quant à la confession de Bruegel. Certains pensent voir un autoportrait dans le tableau La prédication de Saint Jean-Baptiste, dans lequel on pourrait donc voir le peintre assister à l'un des sermons protestants qui devait se tenir en plein air et à l'écart des villes à cause de la répression. Bruegel a eu 2 fils, Peter et Jan, qui seront eux aussi peintres et surnommés Bruegel d'enfer et Bruegel de velours. Bruegel père, pour être distingué de ses fils, sera souvent surnommé Bruegel l'Ancien. Il meurt en 1569. Il a donc une vie courte, mais ça ne l'a pas empêché de nous léguer une 30aine de peintures et une 100aine d'estampes. Voilà, c'était une courte vidéo pour te familiariser avec ce peintre. Bien sûr, il y aurait des dizaines de précisions à apporter, des dizaines de choses à ajouter, mais je tiens à rester brève ici, et je compte sur ta curiosité pour pousser un peu plus loin si ce que tu as vu ici t'a plu. Si tu aimes Bruegel, si tu n'aimes pas Bruegel, dis-moi pourquoi en commentaire. Si tu as des artistes à me recommander, note-les moi aussi, j'irai voir ça avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut.